Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Caput Mundi, la première partie consacrée à l'empereur Trajan qui a régné de 98 à 117 de notre ère, où je vais vous parler de Nerva. Dans le dernier épisode de Caput Mundi, je vous avais raconté l'histoire de la dynastie des Flaviens, une dynastie courte avec 3 représentants qui ont eu le mérite de succéder aux Julio-Claudiens. La chute de la dynastie a été violente et rapide avec l'assassinat de Domitien. Cette fois, il est question de ne pas retomber dans une guerre civile sanglante comme celle que les Romains ont connue en 68 et 69 avec la succession de 4 empereurs. Les conjurés et le Sénat ont prévu leur coup cette fois. Un candidat est immédiatement choisi, Nerva. Nous allons revenir sur cette transition dans cet épisode. Avec Nerva, nous commençons l'ère dite des 5 bons empereurs, que sont Nerva, Trajan, Adrien, Antonin le Pieux et Marc Aurèle, appartenant tous à la nouvelle dynastie, les Antonins. Parmi eux, le protagoniste de l'épisode d'aujourd'hui est le moins connu du grand public, Nerva. Dans cet épisode, je vous propose de revivre ensemble le flot de l'histoire qui ont conduit Nerva puis Trajan à la tête de Rome. Mon récit est inspiré de Pline le Jeune qui a rédigé un panégyrique à l'honneur de Trajan, dans lequel il parle de Nerva, et de Cassius Dion, ainsi que Tacite et de l'historien Christophe Burgon. Je vous raconte donc Trajan, l'empereur du monde, partie 1, Nerva, dans Caput Mundi. Domitien est mort en fin de matinée, assassiné. C'est parfait, ça laisse au Sénat toute la journée pour régler la question de la succession. Pour la dernière fois, je vous le dis, personne ne pense à restaurer la République, telle qu'on l'avait connue avant César. Depuis, 2 dynasties sont passées, Auguste, Tibère, Caligula, Claude, Néron, Galba, Othon, Vitellius, Vespasien, Titus et Domitien. En revanche, il faut à tout prix éviter ce qui est arrivé il y a 22 ans, c'est-à-dire une guerre civile. C'est pourquoi le Sénat se tourne vers Nerva. Pourquoi Nerva ? Qui est cet homme, sorti de nulle part dans notre histoire et qui devient empereur de Rome en un instant pour succéder à Domitien ? Nerva, de son nom complet Marcus Coessius Nerva, est né en 30 à Narni, un municipe d'Italie centrale. Les Cosseius, sa famille ou sa gens, est connue pour être depuis le début du principat proche du pouvoir. C'est une famille noble comptant plusieurs consuls dans leur rang. Nerva, lui-même, avait été consul en 71 et en 90. Nerva n'est pas un grand politicien. Même si, comme ses ancêtres, il manie l'art d'être au bon endroit au bon moment avec les bonnes personnes, il n'est pas non plus un grand militaire, aucun commandement de légion lui sont connus au moment où il arrive au pouvoir. Le père de Nerva était un proche de Tibère, qu'il a même suivi sur Capri pendant son auto-exil. Nerva, quant à lui, a su profiter d'un peu de tout, au risque de sa vie parfois. Mais il a été proche des cercles de Caligula, de Néron et de Vespasien, où il devient consul ordinaire en 71, et même de Domitien, où il est consul suffect en 90. Selon Pline le Jeune et Cassius Dion, il aurait même aidé Néron à prendre connaissance de la conspiration de Pison. Cette proximité avec Néron aurait pu lui coûter la vie lors de sa chute. Pendant l'année des 4 empereurs, sa prise de distance avec Othon reflète le flair de Nerva pour ne jamais se mettre dans des situations inextricables. Il en est largement récompensé lorsque Vespasien sort vainqueur de la guerre civile. La proximité qu'il avait avec les Julio-Claudiens, Nerva l'a eu également avec les Flaviens. Mais le règne de Domitien prenant une tournure tyrannique, il tombe en disgrâce et disparaît. Il ne réapparaît qu'en septembre 96. Certains auteurs nous disent qu'il est dans le palais au moment où Domitien se fait assassiner par ses servants, comme attendant son heure. Car qui a tué Domitien ? C'est vrai que je vous ai raconté le récit de sa mort, mais peut-on raisonnablement penser à une révolte de palais ?
Si Domitien s'attendait bien à une chose, c'est d'être assassiné, et il avait pris ses précautions. Le palais impérial était une forteresse. L'empereur s'était également assuré de la fidélité de la garde prétorienne par de grandes largesses. Selon Domitien, la menace venait du Sénat, sourdement hostile au prince et dont la marge de manœuvre était très restreinte. Même si les sources ne nous éclairent pas sur le ou les commanditaires de l'assassinat, le fait que Nerva ait désigné empereur la même journée laisse peu de place au doute. Voici ce que dit le Fasti Ostiense, une sorte de calendrier sous forme épigraphique retrouvé à Ostie, justement à propos de cette journée. Le 14 des calendes d'octobre, soit le 18 septembre, Domitien a été tué. Le même jour, Marcus Coessius Nerva a été proclamé empereur. Le 13 des calendes d'octobre, le lendemain, un senatus consulte a été fait. Les journées des 18 et 19 septembre 96 ont donc été cruciales pour le Sénat, l'Empire et Nerva. Le Sénat tient là son unique chance de contrôler son destin. Domitien est mort, sans héritier direct, comme les Julio-Claudiens l'avaient fait. L'erreur de la dynastie flavienne et de Domitien avait été de tuer coup après coup tous les parents susceptibles d'accéder un jour à la magistrature suprême. Cela évite les complots, dira-t-on, mais ça brise surtout des lignées. Qu'à cela ne tienne, il reste bien un cousin, mais le règne tyrannique de Domitien rend obsolète tout testament. La garde prétorienne aussi pourrait être un problème. Le rôle de l'armée a déjà été souligné pendant l'année des 4 empereurs et les Flaviens étaient populaires parmi les troupes, surtout chez les prétoriens que l'on pouvait acheter. Ne serait-il pas dangereux de confier le pouvoir à un homme, Nerva, qui n'a aucune expérience militaire ? C'est-à-dire que l'on sait que Nerva n'était pas le premier de la liste, ce n'était pas le dernier non plus, rassurez-vous. Mais tout porte à croire que pour ces raisons, il n'était pas le premier choix. Mais les autres candidats ont refusé. Il faut dire que le métier d'empereur est un métier à risque. Seuls 2 Julio-Claudiens sont partis de mort naturelle, Auguste et Tibère, avec un certain doute sur le second. Caligula est mort assassiné, Néron a suivi la voie du suicide assisté et Claude est mort empoisonné. Si Vespasien est mort de sa belle mort et Titus est parti très vite de maladie, Domitien a été assassiné par son personnel de maison. Sans être d'un naturel anxieux, ça ne sent pas très bon. Le fait est que c'est Nerva qui a été choisi. Malgré ses quelques défauts, il a tout de même de nombreuses qualités. La première, je l'ai déjà évoquée, il a le talent d'être dans les bons coups. Mais ce n'est pas tout. Sa famille et lui-même sont respectés au sein du Sénat, c'est un homme honorable. Il est âgé, il a 66 ans, donc tout de même de l'expérience, et la promesse d'un règne court au cas où cela tournerait mal, à l'instar de Galba. Comme ce dernier d'ailleurs, il n'a pas d'enfant. L'expérience du pouvoir héréditaire sans être exclu n'a pas été concluante. Nerva est malgré tout bien entouré, son heure est venue. Comme un complot ne se fait jamais seul, le Sénat et le futur prince bénéficient de la complicité des préfets du prétoire, les commandants de la garde prétorienne que sont Petronius Secundus et Norbanus, et qui parviennent à contenir leurs hommes malgré le mécontentement. Dans la foulée de l'annonce de la mort de Domitien, le Sénat se réunit dans la curie. Il n'y a pas de mot assez vilain pour exprimer ce que l'on pense du prince déchu. Nerva est proclamé impérator par le Sénat. Lorsqu'une rumeur disant que Domitien aurait survécu parvient jusqu'aux oreilles de Nerva. Il n'y aurait pas assez de couleurs pour décrire le changement physique de Nerva à ce moment-là. L'assassin de Domitien finit par confirmer la mort du prince, et tout va bien. Proclamé impérator, le lendemain, un senatus consulte est voté. Il portait probablement sur les termes habituels à une intronisation, dont l'octroi de la puissance tribunicienne. En échange de tous ces honneurs, Nerva promet qu'aucun sénateur ne sera mis à mort pendant son règne. Domitien est frappé de la damnatio memoriae, la mémoire déchue. L'aube d'une ère heureuse, qui a débuté quand Nerva César a réuni 2 choses, jusque-là irréconciliables, la souveraineté et la liberté. En réalité, ce règne, Cassius Dion nous le rappelle, n'a duré qu'1 an, 4 mois et 9 jours. Mais il ne fut pas sans conséquences pour autant. Certains ont pensé que Nerva n'avait pas eu de vision à long terme, du fait de son âge et des circonstances. Il n'aurait fait que répondre aux exigences du temps. Il est en effet de prime abord complexe de dissocier le règne de Nerva de celui de Trajan. Pline le Jeune, lui-même, ne peut que se réjouir, dans le panégyrique qu'il a écrit à Trajan, d'avoir fondé une dynastie.
La réalité est un peu plus complexe que ça. C'est un vent nouveau sur l'Empire qui met en émoi tout le monde. Le but de Nerva est de tenir. Il est loué pour sa flexibilité et son adaptabilité. C'est sans doute ce qui fait dire de lui qu'il n'a eu qu'un gouvernement circonstancié, mais aussi pour sa grandeur d'âme et sa compréhension des gens. Dans la liste des problèmes de l'Empire que Nerva a à traiter, il y a l'impassibilité du peuple face à son avènement, la grogne des prétoriens, l'immensité de l'Empire de Rome à ce moment qui rend difficile le contrôle et la fidélité des provinces les plus éloignées, et les légions qui, selon les mêmes logiques qu'en 68 et 69, sont en mutinerie. Au-devant de tout ça, c'est son équité et son sens de la justice qui sont loués. En outre, il prend à bras le corps un problème bien plus ancien que les querelles intestines que provoquent les légions romaines. Mais en moins de 2 ans, qui aurait pu faire mieux? Ce problème, c'est l'Italie, le cœur de l'Empire, qui subit une crise économique liée à une dénatalité, une pression économique venant de tout l'Empire et le problème des grands propriétaires terriens. Non pas que Nerva ait eu le temps de faire grand-chose pour eux, mais il a tenté d'initier quelque chose. Il a d'abord arrêté de demander aux provinces italiennes de participer au cursus publicus, cette poste impériale qui était un réseau d'infrastructures qui permettait une communication rapide et sûre dans l'Empire et qui était à la charge des provinces par laquelle il passait, et des cités même. Un allègement financier d'envergure donc. Il a aussi initié ce que l'on verra plus tard avec Trajan, l'alimenta, un système de prêts et de redistribution des ressources financières pour les jeunes Italiens. Une loi est connue, la Lex Coesia Agraria, qui est la dernière loi connue à avoir été votée par les comices. Il suspend également la taxe sur les Juifs qui, depuis Vespasien, devaient payer un impôt déposé au Capitole. Ces mesures paraissent coûteuses si l'on y rajoute les donations au peuple, mais il faut bien se rappeler que Nerva a récupéré beaucoup d'or grâce au trésor fondu de Domitien. En outre, il n'a pas eu le temps de construire grand-chose, mais il a initié des travaux d'envergure pour Rome, comme la continuation des routes et des aqueducs desservant Rome. Le Forum de Nerva a également existé, il est connu sous le nom du Forum Transitorium. On en reparlera. En 97, Nerva entame son 3e consulat. Ce n'est pas tant son âge que les circonstances qui le poussent à prendre une décision pour l'avenir de l'Empire. Adopter un potentiel successeur. En Syrie, il doit faire face à une tentative de sécession. Sur le Danube et sur le Rhin, les frontières, en plus d'être fragiles et prises d'assaut, sont gardées par des légions en mutinerie. Certains, au Sénat, proposent d'adopter Marcus Cornelius Nigrinus, le gouverneur de Syrie, qui est en sécession justement. Mais c'est Trajan, dont l'ascension vous sera racontée dans la 2e partie de ce podcast, qui est choisi. Trajan est gouverneur de Germanie, avec une puissante armée, aux portes de l'Italie, et Nigrinus menace à tout moment d'entrer en usurpation. Trajan reçoit donc le titre de César de la part du Sénat et partage le consulat avec l'empereur pour l'année 98. Année 98 que ne verra pas Nerva, puisqu'il meurt le 27 janvier de maladie. J'espère que cette première partie sur Nerva vous aura plu. Vous avez d'ores et déjà accès à la bibliographie, au dossier de l'épisode sur caputmundi.fr. Ce dossier sera mis à jour avec la parution de la partie 2 et 3 qui arriveront avant la fin du mois de juin pour conclure cette saison 2. Dans la prochaine partie, je vous raconterai justement le parcours de Trajan jusqu'à ce fameux jour d'octobre 97 où il est officiellement adopté par Nerva. Cette partie s'intitulera Optimus Princeps. Nous y parlerons du début de son règne et des guerres daciques. En attendant, n'hésitez pas à commenter, poser vos questions et à alimenter le débat sur Nerva et Trajan, à noter le podcast sur votre plateforme préférée et à poser toutes vos questions. Je vous dis à très bientôt dans Caput Mundi.